Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Merci d'être là, fidèle au poste en ce début de semaine. On va passer une petite heure en direct et vous allez voir, ça va être aujourd'hui une émission tournée vers la Corse. Notre cœur sera tourné vers la Corse grâce à la présence de notre invité Jean-François Bernardini, chanteur du groupe I Mivrini qui nous fait l'honneur d'être ici. Il évoquera bien sûr les polyphonies mais aussi leur dernier album Luciole comme autant de petites lumières sur le chemin de cet homme engagé dans la non-violence. Comme chaque lundi, nous plongerons également dans l'univers numérique avec notre expert maison, Stéphane Gramont. Son invité, c'est Luc Page, fondateur du site internet lepotiron.fr, dont l'idée est de permettre aux jardiniers de donner, troquer ou vendre leur surplus. Autre thème ce matin, des idées de sortie pour vos petits. Et si vous les emmenez au spectacle, il n'y a pas d'âge pour les éveiller, bien sûr, à la création. C'est ce que nous dira Géraldine Le Tyran, chargée de communication du festival Marmaille. Il commence demain et jusqu'au 27 octobre, une vingtaine de spectacles au programme dans toute l'île et Vilaine. Sans oublier l'emploi, comme chaque lundi, à travers le programme court Recrutez-moi et une rencontre ensuite avec une entreprise qui recrute justement Régional Intérim. Enfin, vous n'échapperez pas au débriefing de la truculente comédienne Catherine Bossard qui sera avec nous à la fin de l'émission. Voilà pour le programme du jour. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour à vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous êtes né à Bastia, au cœur de la divine île de beauté que nous aimons tous ici, qui est très chère à notre cœur, la Corse que vous portez en vous, dans votre chair, dans vos polyphonies, dans vos chants. I Mivrini que vous avez fondé avec votre frère à la fin des années 70, au compteur aujourd'hui des disques, 8 disques d'or, 2 victoires de la musique, et puis un nouvel album, Luciole, dont on va parler tout à l'heure. On avait envie d'en savoir plus sur vous, alors je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier. Une surprise alors? Une surprise. Oh, la lampe électrique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la lampe électrique? Non, c'est un petit souvenir de village, c'est-à-dire que on a grandi dans un petit village dans le nord de la Corse. Vous voyez, la Corse, c'est ça, donc c'est un peu par là, quoi. J'ai toujours ma carte de la Corse. C'est pas mal, ouais. J'avoue que Voilà. Et donc j'ai grandi là, dans un petit village d'une centaine d'habitants, et mes parents avaient une épicerie, et avec mon frère, donc on était 6 enfants. Et puis mes parents partaient de temps en temps à la ville, à Bastia, pour faire les grandes courses pour ravitailler l'épicerie. Et le soir, on les attendait donc. Et pour les repérer dans la nuit, quand ils arrivaient dans la vallée, on repérait les phares des voitures qui sortaient de la vallée, quoi. Et on était impatients de les retrouver. Donc notre stratagème, c'était d'user d'une lampe électrique. Et avec cette lampe électrique, on clignotait à toutes les voitures qui arrivaient à 4 km en bas à vol d'oiseau, quoi. Des fois, on commençait très tôt parce que l'impatience nous guidait. Ah ouais. Et puis, les soirs d'hiver, c'était un peu plus long. Et puis, vous savez, dans un village de Corse, il n'y a pas énormément de voitures qui arrivent. Et puis, au bout de quelques temps, on repérait d'autres et on faisait des clignotants. Et mon père reconnaissait d'en bas. Il voyait ce signal dans la nuit. Il nous klaxonnait. Et là, c'était une joie immense qu'on partageait avec le chien, d'ailleurs, qui lui aussi aboyait. Comme quoi, vous voyez. Ça devait être une vraie polyphonie dans la Voilà. Dans la et maison. donc, voilà, c'est un peu ça. La lampe électrique, c'était notre Luciole à nous, d'une certaine voilà, manière. vous voyez déjà. Voilà. Et alors, d'ailleurs, je crois que vous avez écrit un petit texte par rapport à cette anecdote. Oui, en fait, je l'ai écrit quand un jour, un journaliste m'a demandé, alors, c'est quoi votre identité? C'est quoi l'identité? Et j'avais écrit ça, et c'est un texte qui n'est pas publié, qui est totalement inédit. On me demande quelquefois, qu'est-ce que l'identité? C'est quoi votre identité? Celle d'un enfant qui comptait les étoiles dans le ciel, celle d'un enfant qui s'émerveillait de voir naître un chevreau, d'emmener le petit âne boire à la source, celle d'un enfant tellement heureux de livrer sur une brouette ses courses à une grand-mère, ou alors serait-ce le bonheur d'un enfant ou plutôt celui de 2, car nous étions 2 complices, qui dans un petit village de Corse, attendent leurs parents, quand le soir ceux-ci retournaient de la ville, Bastia en l'occurrence, après avoir fait les grandes courses, pour ravitailler la petite épicerie de ma mère. Même quand il faisait nuit et froid, nous avions un stratagème. Dans la nuit, depuis notre maison haut perché, nous nous munissions d'une petite lampe électrique, et depuis le parvis de la maison familiale, nous repérions dans la vallée tous les faisceaux lumineux des phares des voitures qui rejoignaient les villages alentours. Quand l'une d'elles débouchait à l'un des virages, d'où elle nous était visible, à 3 km en contrebas à vol d'oiseau, systématiquement nous faisions clignoter notre petite lampe dans sa direction. Toute voiture pouvait alors apercevoir ce signal lumineux dans la nuit. Quelquefois, dans notre impatience, notre veille commençait très tôt. Il nous fallait alors en voir défiler 1, 2, 3, 10 parfois, sans une seule réponse. Les soirs d'hiver, les voitures étaient plutôt rares, l'attente plutôt longue, et puis le moment attendu arrivait.
Au signal de notre lampe et au volant de sa voiture, nos parents, qui savaient notre attente, apercevaient ce point lumineux. Mon père nous répondait alors 2-3 petits coups de klaxon. Pour nous, ils étaient le klaxon d'une joie triomphante et incomparable, etc., etc. C'est très très joli. Merci pour la petite lumière. Merci Loco. Elle va rester avec nous d'ailleurs, cette petite lumière, tout au long de l'émission, puisque votre dernier album s'appelle Luciole, on l'évoquera tout à l'heure. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va voir si... On va plutôt aller vers votre musique, je crois, cette fois. Piano. Piano, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? C'est un instrument qui m'a fait beaucoup rêver dans l'enfance, parce que dans la maison tout près où je vivais, il y a une dame suisse qui était installée là, d'ailleurs merveilleuse, que je n'ai pas connue, mais avait un piano. Et le piano était pour moi une sorte de boîte à musique incroyable et magique, auquel nous n'avions pas accès, puisque cette maison était plutôt fermée. Il ne me passait même pas par l'idée de demander à mes parents d'acheter un piano, car ce n'était pas si simple. Et puis j'ai acheté un piano quand j'ai commencé à travailler, quoi. Et donc le piano est devenu aussi mon instrument, et je joue de cet instrument. C'est un instrument magique, comme quoi, vous voyez, quand on me dit... je dis des fois aux lycéens, si vous avez ce virus-là qui vous passe par la tête, si tu es fils de riche, tu ne peux pas y arriver, enlevez ce virus-là de votre ordinateur, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux, tu peux, et surtout si tu es doué pour l'effort. Donc le piano, c'est une boîte à musique magique, bien sûr. L'effort, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors justement, Jean-François Bernardini, vous avez fondé Imuvrini avec votre frère à la fin des années 70. Et quand on parlait d'effort, ça n'a pas été simple. Racontez-nous un petit peu. Non, parce que on a commencé à chanter enfant avec mon père. Mon père était un chanteur de polyphonie très très talentueux, mais c'était un amateur, quoi. Et donc il nous a appris ce blues très très tôt, enfant, à 6 ans, 7 ans, nous chantions avec lui comme ça à la maison, etc. Puis ensuite ça a grandi un petit peu, on a fondé le groupe quelques années après, on l'a fondé dans une société assez dysfonctionnelle, c'est peu de le dire, c'est-à-dire dans une société qui perd sa langue, dans une société où chanter corse peut être ressenti comme subversif. Oui, vous avez d'ailleurs été interdit en Corse. Il y a eu des arrêtés municipaux interdisant nos dans concerts en 84 et plus tard. Et les interdits ne sont que la face visible, quoi. Donc il y avait toute une hostilité, mais il y avait en même temps des gens qui disaient mais c'est super, quoi. Et donc comme on était des chanteurs qui posaient un peu des questions et qui interrogions et qui bousculions un peu cette pathologie-là, bah forcément ça a dérangé. Il y avait des gens assez réactionnaires qui d'ailleurs sont ceux qui nous invitent aujourd'hui, vous voyez, comme quoi tout change. Ouais. Donc ça n'a pas été simple et on s'est habitué à faire en Corse de la chanson buissonnière, c'est-à-dire s'installer sur les places de village, comme ça, un peu comme dans le métro, quoi. Sans structure, en amenant une petite scène, des chaises. Et ça a commencé comme ça. Bob Dylan aussi a commencé comme ça, d'ailleurs. Et je suppose qu'en Bretagne, il y a des gens aussi qui commencent comme ça. Mais ça nous a forgé une volonté, une obstination et surtout une fidélité du public assez incroyable. Ce travail de semaille, nos enfants, par exemple, en Corse, les enfants sont toujours entrés gratuitement à tous nos spectacles, encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est toute une pédagogie populaire et c'est un peu notre force aussi. Ouais. La culture, c'est le plus beau chemin pour transformer une société, selon vous ? Écoutez, la culture, c'est à quoi servent les artistes ? Si nous ne sommes pas transformants, si nous ne créons pas un peu de lumière, nous finissons par être de la musique décorative. Et je crois que par les temps qui courent, il est très important que les artistes mettent sur la table leur conscience, connectés à la conscience du monde, qu'ils interrogent, qu'ils dérangent, qu'ils soient là. Je crois ça profondément important. Donc la culture, c'est essayer de donner à chacun le droit à la meilleure nourriture possible. Oui. Et justement ça nous éveille, ça nous invite à monter un petit peu sur la colline, voir d'un peu plus haut. Et puis c'est un peu le pain pour le cœur, pour la conscience. Pour l'âme. On a besoin de pain pour le cœur, pour les consciences et pour l'âme. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez époustouflant aujourd'hui, c'est de voir dans toutes les salles de France, d'Allemagne, de Suisse, de Belgique où nous allons, c'est de voir combien il y a soif de contenu. On est dans une période qui est saturée de vide. Les mots n'ont plus de sens. On emploie les mêmes mots, mais on ne dit plus la même chose. Et le public vient chercher cette nourriture, car elle est essentielle. Et on est toujours stupéfait de voir comment dans un concert, vous pouvez dire un texte de 2 minutes comme ça, et qu'il y a un silence de cathédrale, et que les gens en redemandent, parce qu'il y a une véritable famine de contenu et de choses incarnées. Jean-François Bernardini, merci pour ce joli message. Vous restez avec nous, justement, vous parliez de nourriture. Alors là, on va être beaucoup plus terre à terre, on va parler de nourriture également. C'est important aussi. Mais oui, voilà, c'est aussi important. On va venir avec un petit panier ce matin. C'est la chronique de Stéphane Gramont et de son invité Luc Page.
panier. En fait, c'est gros cajot finalement. Petit panier, Une vous êtes énorme gentil, caisse. c'est pas vous qui le portez. Hein. Une énorme caisse de légumes. Si au Alors. début de l'année, je vous avais proposé une chronique jardinage, je suis sûr que vous auriez accepté. Ah mais c'est certain. Mais j'aurais été peut-être un peu plus à court d'idées par contre. Voilà, ça en fait c'est à Luc, ça vient de son jardin. Oui. C'est tout simplement ce que vous avez en surplus. Oui, c'est Hein, ça. C'est... Comme beaucoup de jardiniers. Clairement. Après, moi, je suis un petit jardinier. Par contre, je suis plus informaticien, donc j'ai trouvé un compromis entre les deux. Exactement. Luc a monté le site lepotiron.fr où chaque jardinier va pouvoir proposer au don, au troc, voire à la vente, les surplus de son jardin. On est allé faire un reportage fin août pour expliquer tout ça. C'est un reportage de Catherine Jonot. Un petit carré de potager dans sa maison de ville. C'est le loisir que s'accorde Luc, comme beaucoup de jardiniers amateurs, pour s'évader du quotidien. Sa récolte, il la consomme, mais parfois il y en a trop. Aussi, une idée a germé dans la tête de ce créateur de site internet. Il a remis en activité le potiron. À la manière d'Airbnb, une carte géocalisée indique les jardins où l'on peut acheter, vendre, échanger ou donner des légumes, une solution parmi d'autres. Les AMAP, c'est vraiment des maraîchers qui en font leur métier, qui proposent leur panier à qui veut. Ici, c'est vraiment le qui veut qui propose à qui veut. C'est-à-dire c'est vraiment le particulier qui a un surplus de plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui font des échanges via Facebook. Maintenant, c'est Facebook. Et là, l'idée, c'est d'avoir un site dédié à ça, quoi. Du coup, tu vois, j'ai encore quelques concombres, si ça t'intéresse, hein, en dessous, ceux qui sont en dessous. Ou de la courgette jaune. Tu veux goûter? Le concept a séduit Marie-Laure, d'abord parce qu'il crée du lien social grâce aux échanges. Pas question de faire du business, son généreux potager peut bien faire beaucoup d'heureux. Tous les gens qui passent, je donne. Tous les copains qui passent, je donne partout. Mais bon, au bout d'un moment, on est une grande famille aussi, donc on mange pas mal, mais bon, ça suffit pas, quoi. Le jardin, il donne énormément des fois. Et puis après, il y a tous les plants qui poussent. Hein. J'ai mal au cœur quand c'est un plant de tomate qui a poussé spontanément de le mettre dans le compost. Hein. La vente, l'échange ou le don se base sur la confiance. Et puis le petit plus, ce sont les tuyaux et les conseils qui sont prodigués. Tu les coupes, hein, et à chaque fois, ça repousse. Hein. Ah oui. Donc ça dure pendant... là, le plant, il a 6 mois et on mange régulièrement dessus, quoi. Mais c'est pas toutes les blettes qui sont comme ça. Je crois que si. 30 jardins sont inscrits sur le site du Potiron en Ille-et-Vilaine, 300 en France. Une jeune pousse qui ne demande qu'à grandir. Très jolie jeune pousse. Voilà, Hein? très jolie jeune pousse. Alors aujourd'hui, je crois qu'on en est à une cinquantaine en Ille-et-Vilaine, pour l'exemple. Hein. En France, on en est à combien là? Alors 570 ce matin, j'ai regardé. Donc ça va vite finalement. Oui, hein. ça va assez vite, ouais. Ça On va est passé vite, là, depuis en cet été. 6 mois, on est passé de 200 jardins à 570. Alors si on vient un peu aux origines du projet, en fait c'était un site internet qui existait, mais si je puis dire, il était en jachère. Hein. Ben, Et vous, informaticien de votre état, effectivement, un peu couteau suisse du web, vous vous Oui. êtes dit, je vais remettre ça sur pied. C'est ça. C'est ça, j'ai relancé. Alors j'ai récupéré, c'est une histoire de copinage. En fait, c'est un copain de copain qui gérait ce site avant. Moi, je l'ai récupéré parce que je trouvais dommage qu'il ne vivait pas. Et j'ai travaillé plusieurs mois sur cette refonte et ça a été relancé donc en mars. Et depuis, ça vit. Ça vit bien, Ça vit bien. ce qui prouve qu'il y a une demande, Une demande, un ça appétit marche, pour, ça, bien pour sûr. ce C'est ça. genre de mise en relation finalement, même Ouais. si les jardiniers se parlent entre eux. A priori, là, c'est dans toute la France. Et puis, il y a plein de fonctionnalités aussi qui peuvent, Oui. qui peuvent se développer autour de ça. Clairement. Là, on travaille pour la saison prochaine, pour le printemps prochain. Il y a une évolution majeure, ça va être la notion de s'abonner à un jardin. C'est-à-dire que on pourra s'abonner à un jardin et le jardin en question pourra envoyer des emails à ses abonnés. Donc ça changera pas mal les choses parce que dès qu'il y aura un surplus sur un instant T, les abonnés recevront un mail et du coup pourront se manifester. Alors que là, c'est plutôt un système passif où il faut aller voir le jardin. Donc ça va changer pas mal les choses. Ouais. Il y a quelques semaines, on avait parlé d'un site où on pouvait acheter un arbre et adopter un arbre. Exactement. Là, cette fois-ci, c'est adopter un jardin. Bon, je vous réserve d'autres surprises, hein, vous allez voir. C'est une très belle initiative. Vous savez que les neurosciences confirment que les sociétés les plus heureuses sont celles où l'on donne, où l'on partage et où l'on coopère. Et le monde paysan, il a inventé ça, en fait. C'est une suite logique. Moi, dans mon village, je peux arriver un mardi, il peut y avoir un panier de légumes sur ma porte, je ne sais même pas qui l'a pris, quoi. C'est peut-être pour Qu'il ça a posé, quoi. Je crois que c'est extrêmement important. Et en même temps, ça nous reconnecte avec notre
capacité à produire nous-mêmes ce que nous mangeons, qui est sans doute la plus belle révolution silencieuse qu'il faut accomplir aujourd'hui sur la planète, quoi. Donc c'est plus les restos du cœur, c'est les jardins du cœur. Les jardins du cœur, mais c'est peut-être ce qui explique. Alors il y a une anomalie sur le potiron.fr, c'est qu'il y a des jardins partout en France, sauf en Corse. C'est ça, étonnamment. Parce qu'on se retrouve le matin avec un panier devant sa porte et qu'on n'a pas besoin. Forcément. Je pense que votre exemple, d'ailleurs avec notre fondation, on va le relayer parce qu'on a un programme sur l'environnement qui s'appelle Terranea. On va le relayer parce que c'est extrêmement important. C'est tout à fait ce qu'on essaie aujourd'hui de développer en Corse aussi. Bien sûr, il y a des gens qui produisent, mais c'est cette idée juste que c'est pas l'homme qui cultive la terre, c'est la terre qui cultive l'homme. Et ça vous apprend l'humilité, la responsabilité. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans toutes les villes de transition, où maintenant on prend des terres communales. Ce sont des SDF qui produisent. Ils disent avant, on ne pouvait pas manger, on achetait le moins cher. Maintenant, on mange bio et on partage. C'est tout à fait ce que vous faites. Et c'est une logique qui est planétaire et qui est vraiment révolutionnaire au sens juste du terme. Donc bravo à vous, c'est super. Est-ce que par le potiron.fr, on pourrait partager des jardins? Parce que je sais qu'il y a des sites qui existent, mais pareil, j'ai constaté qu'ils n'étaient quand même pas top. Mais c'est vrai. Alors, c'est une option. Comme il y en a plusieurs sur le jardin, en fait, il y a des petits, quand vous visitez le site, il y a plusieurs petits stickers, on va dire, et dont le partage de jardin. Donc, est mentionné sur le jardin, s'il partage ou pas, et si... et c'est que ça répond vraiment à une demande. Moi, d'ailleurs, l'idée, quand j'ai développé le site, elle venait d'un voisin qui, tout simplement, a des problèmes de dos, adorait jardiner et ne peut plus jardiner. Et du coup, il souhaitait partager son jardin à qui veut venir l'aider et partager, du coup, les récoltes, quoi. Donc, entre votre passion du jardin, entre votre jardin qui a l'air de bien donner, entre votre métier qui est de webmaster, on va dire, et le potiron.fr, ça vous fait pas mal de travail. Vous aimeriez peut-être justement switcher, en faire votre activité principale, le potiron.fr? J'en rêverais. Maintenant, c'est là, clairement, quand j'ai lancé le site en mars, c'était un peu, j'y allais sur la pointe des pieds. Là, mes pieds commencent à toucher le sol. Donc, c'est encore frileux, mais clairement, si tous les voyants sont ouverts, je fonce. Parce qu'il y a un potentiel. Enfin, déjà, c'est sur l'éthique, sur la philosophie, sur tout ce qui va autour. J'adore ça. Alors, il y a plein de trucs en techno pour les jardins, des capteurs pour voir où en est l'humidité, l'hygronométrie. Il y a des tutos sur Internet en vidéo, comme les forums avant. Il y en a plein. Puis on se dit, mais mince, un jardin, c'est quand même fait pour déconnecter, non? Clairement. Et moi, clairement, je ne veux pas numériser les jardiniers, c'est plus les mettre en relation, parce que de toute façon, on va tous sur Internet maintenant. Le but, c'est qu'ils passent, un petit temps sur le site le soir, qu'ils voient quel jardin les intéresse, se mettent en relation, et après, tout se passe dans la vraie vie, quoi. Pas... Et puis, c'est des rencontres. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça l'essentiel. Ça, c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup. Et je pense même la mettre en avant, c'est-à-dire c'est des gens qui s'intéressent au jardinage. Moi, clairement, sur mon jardin, j'ai mentionné propose visite sur rendez-vous, et qui veut vient me voir pour parler de mon jardin, parce que j'adore ça, parler de mon jardin. Et j'adore mettre en avant qu'est-ce que je fais, comment et tout, et j'en suis fier. Et donc, qui veut venir, peut venir. Bon. Et je veux vraiment le mettre en avant pour tout le monde. Et cet hiver, vous serez au boulot, non pas dans votre jardin, mais sur le potiron.fr. Et en fait, il nous invite à nous passionner pour les solutions. C'est ça, en fait. Parce que c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plus belle insolence que de créer des petits prototypes, comme vous le faites, qui fonctionnent, qui donnent envie, qui créent l'enthousiasme et surtout qui font du bien, car n'oublions jamais que l'aliment, c'est le premier médicament. Et c'est très en lien avec la non-violence. Et on a toujours à cœur de proposer des solutions dans cette émission, qu'elles soient technologiques ou autres. Exactement, tout à fait. Alors, on parlait de terre, Jean-François Bernardini. Vous êtes connecté, bien sûr, à votre terre de Corse, mais est-ce que vous sentez des liens avec notre terre bretonne? Est-ce qu'il y a des connexions entre ces terres-là qui ont une identité forte? Écoutez, sans flagornerie aucune... On a beaucoup d'affection pour la Bretagne. D'abord parce que c'est une des premières terres de France qui nous a accueillis quand on n'était pas connus. Et puis on est rentré dans ce réseau là où on a plein d'amis, des festivals, des gens, d'une complicité. Il y a bien sûr forcément dans l'histoire, des choses où on dit tiens, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu le même. Et puis les affinités, quoi, culturelles, humaines, poétiques. Les Glenmore, les Xavier Graal et tout ça sont des gens qui parlent à l'universel, quoi. Et la chanson bretonne d'aujourd'hui avec les Stivell et tous les autres, je crois que bien sûr on a des affinités affectives, culturelles, humaines très très fortes, oui. Et vous parlez 5 langues d'ailleurs. Vous parlez 5 langues. C'est important pour vous la préservation de la langue? Bon, je parle 5 langues non pas parce que je suis plus intelligent que les autres, parce qu'en fait j'ai grandi dans un village où à 5 ans vous étiez bilingue, parce qu'on vous offrait les 2 langues. Et le drame du monde aujourd'hui, c'est qu'on peut grandir jusqu'à 11 ans en n'entendant qu'une seule langue.
Et ça, c'est un appauvrissement intellectuel terrible. Et on le voit bien, c'est dans ce sens-là où les combats, entre guillemets, de toutes ces régions qui veulent parler leur langue, il n'est pas nostalgique, il n'est pas passéiste, il est extrêmement moderne. Il est extrêmement contemporain. Tu parles deux langues parce que c'est un enrichissement, c'est 2 fenêtres dans ton cerveau. Et avec 2 fenêtres, tu vas ouvrir plus vite la 3e, la 4e, la 5e. Donc forcément, ensuite, une langue, c'est pas un t-shirt dont on change tous les jours, voyez-vous. C'est une manière de voir le monde, de le structurer, une manière de l'aimer, une manière... Moi, les premiers arbres que j'ai nommés dans mon village, je les ai nommés en langue corse. Donc voyez-vous, il y a des mots qui structurent ton monde. Hein. Quand je dis paysan ou en langue corse, on pourrait traduire par paysan, mais en fait, c'est pas celui qui vit à côté de moi, vous voyez. C'est un lien social extrêmement fort, d'échange, de mutualité, de parenté sociale, dans les joies, dans les peines de la vie, quoi. Et c'est ça qui fait la force du village, qui est une matrice extraordinaire dans la vie. Et la matrice de la ruralité universelle, par exemple, elle nous donne aujourd'hui énormément de leçons, car dans un village de 40 habitants, vous pouvez être beaucoup moins seul que dans une mégalopole de 3 millions d'habitants, voyez-vous. Certain. Et donc, il y a quelque chose à apprendre. Il y a des trésors, mais pas dans la nostalgie. Dire là, il y a des sources auxquelles il faut aller boire. Alors les sources, elles sont multiples justement chez vous. Et puis dans votre album, on les sent, ces sources. Votre dernier album qui s'appelle Luciole, comme une petite lumière. Pourquoi ce titre ? Alors en fait, ce mot, on peut le lire en corse ou en français. En corse, c'est lugiole, au pluriel, et c'est luciole en français. Pourquoi ? Parce que les lucioles sont un très très bel exemple. Ce sont les seuls insectes au monde qui produisent de la lumière froide. Ce que tous les ingénieurs et scientifiques essaient d'imiter. Car les lucioles, si c'était de la lumière chaude, elles brûleraient et elles mourraient. C'est de la lumière froide, ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est un signe donc de résistance, de lumière. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins, forcément. Notre monde est tellement lumineux et pollué qu'elle se déroute. Les plans d'eau sont tellement pollués qu'il y en a de moins en moins. Donc elle nous donne... et je pense à cette phrase de Pasolini, qui disait d'ailleurs, parce qu'il aimait ce thème, il disait « T'insegneranno a non splendere, ma tu splendi invece ». On va t'apprendre à ne pas briller, mais toi brille quand même. De l'humilité, hein, toujours évidemment. C'est l'humilité, les lucioles d'ailleurs, parce sûr. que c'est rien une luciole, mais c'est surtout la volonté de ta lumière, plus la mienne, plus la... Alors là, on fait un petit chemin lumineux. Ouais. Alors ce chemin justement, hein, vous le construisez tout au long de cet album. Et il y a un titre emblématique qui s'appelle « Ma sœur musulmane ». On va regarder un extrait du clip et on en reparle juste après avec vous, Jean-François. Toi qui m'as dit que chaque jour tu pries 5 fois, toi qui te mets la main à genoux pour dire ta foi, pour chaque enfant de chaque amour, qu'il en vienne ou qu'il en soit. A mia sorella musulmana, come ti chiamano cristiana, uomo straccialo d'ogore piano piano, uomo straccialo d'ogore. Io sono venuto a porgli a mano. C'est dans ce mot de tant d'amour que l'on trahit, que l'on te blesse et te ravage et te meurtrit. Ce mot du cœur hurlant la peur qu'avec leurs armes ils portent écrit. Toi tu le dis dans tes prières, ils en ont fait un cri de guerre. Allah Akbar, c'est ta manière d'aimer ici, c'est ta manière de dire combien grande est la vie. من صلاة جاولي دارها الغوطة الحرب، الله أكبر هذا هو الحب ديالي، باش نقول كبيرة هاد الحياة. من صلاة جاولي Toi ma sœur musulmane, que l'on trahit, que l'on profane, quello luce d'odore souverain. Si longtemps que l'on vivra, si Dieu le veut, prions 1000 fois. Ne baisse pas la tête, non, je t'en supplie, ni face à moi, face à nos peurs, nos ennemis. De nous, nos âmes pleurent jusqu'aux entrailles, au dernier souffle de la vie. Je mets mes voiles jusqu'à tes peines, sur ton étoile, ton cœur de reine. Quand tu t'inclines, tu lèves au ciel tes mains ici, tes mains ouvertes, tes mains qui pleurent,
tes mains qui tiennent le paradis. Super. Magnifique clip, Ma sœur musulmane. Elle met le doigt sur quoi cette chanson, Jean-François? D'abord, je crois qu'elle nous fait courir le risque d'avoir une indifférence générale avec ce type de chanson. Je vous remercie donc d'avoir diffusé une partie de ce clip. C'est une chanson qui met le doigt sur des souffrances, sur des plaies, sur du mal, quoi. C'est une chanson qui ne désire pas du tout pactiser ni avec la terreur ni avec le mal. Mais c'est une chanson qui vient nous dire ne nous trompons pas d'ennemis. Vous voyez, je prononce dans cette chanson ce mot qui crée la panique dans le monde. Ce mot, c'est Allahu Akbar, Dieu est grand. Et il crée la panique et en même temps, il pourrait créer l'humiliation parce que nous, on aurait envie de le renvoyer à tous les petits musulmans qu'on voit autour de nous, quoi. Et en fait, nos amis musulmans, algériens, marocains me disent « mais moi, je le dis 5 fois par jour pour prier pour tous les enfants du monde, de la planète ». Et c'est là où cette chanson, elle a envie de déconstruire ça, quoi. De dire attention, ne nous trompons pas d'ennemis, c'est-à-dire ne cassons pas les solidarités au sein de notre société, les fraternités, car là on donnerait la victoire aux forces du mal, bien évidemment. Donc cette chanson, elle est là pour déconstruire soi et pour dire, ça risque d'être une chanson inaudible, mais nous prenons ce risque. Il faut le prendre parce que je crois que c'est le rôle des artistes à un moment donné de dire attention, si nous nous trompons d'ennemis, nous allons servir les forces du mal. Et pourquoi on écrit une chanson comme ça? Parce que je crois que c'est notre devoir, c'est la conscience. C'est une chanson qui est écrite parce que vous vous réveillez la nuit et parce que vous voyez une souffrance terrible qui est infligée à une immense majorité d'1,8 milliard de musulmans à travers le monde, quoi. Et cette injustice, ça, qui en rajoute à d'autres, c'est une manière d'allumer encore plus de feu, encore plus de haine, encore plus de peur. Donc ne nous trompons pas d'ennemis, résistons, ne pactisons pas avec la terreur, mais répondons par la beauté et la conscience. Alors justement, vous combattez, vous à votre façon, mais de manière totalement pacifique. Vous êtes un homme engagé, vous rentrez là de 15 jours de conférences, et puis avant il y en a eu encore bien d'autres. Hein. Vous avez donné combien? 380 conférences 380 en 3 ans à travers la France, la Suisse, oui. Ouais. Alors, dans vos conférences, vous exprimez devant des lycéens, beaucoup, des collégiens, des jeunes, en fait. Des jeunes, des adolescents, des professeurs aussi, des enseignants, des tout publics, comme ce soir à Hennebont, par exemple. Vous serez à Hennebont ce soir. En fait, en 2011, on a lancé avec la Fondation Oumani un programme qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». Déjà, nous devons savoir que la non-violence est une totale inconnue en France. Je vous rappelle qu'elle est enseignée dans toutes les grandes universités du monde, à Harvard, à Yale, à Cambridge, à Boston, à Stockholm. Il n'y a pas une seule chaire universitaire en France où on enseigne la non-violence. Si vous demandez pourquoi, c'est une très bonne question. Pourquoi? Demandez-vous aussi si les puissants du monde ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer les choses avec des moyens nobles pour défendre des causes nobles. Ensuite, pourquoi? C'est qu'on nous a toujours appris la violence est notre nature. Nous sommes violents par nature, c'est fatalitas. Aujourd'hui, les neurosciences nous disent non. La violence est une violation de notre nature, car notre équipement de base biologique, c'est un équipement de coopération, d'altruisme, de compassion. C'est-à-dire que les neurosciences confirment aujourd'hui la non-violence. C'est notre nature. C'est bien la raison pour laquelle ça fait briller les yeux de tous les juniors qu'on rencontre, de tous les enseignants qui vous disent vous mettez le doigt sur des carences profondes. Et c'est donc mieux se connaître, mieux connaître comment tu fonctionnes. Vous connaissez les phrases, hein, c'était plus fort que moi. Ah, j'ai pas pu me retenir, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, tu ne connais pas la puissance de ton ordinateur. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase émotionnel. Et forcément, tu es en train de taper de la bouteille sur la tête sur ta femme. Je vous signale qu'en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Donc, c'est équipé pour la vie. C'est dire à un junior, tu as droit à toutes les émotions, tu n'as pas droit à tous les comportements. Mais c'est très facile à comprendre. Et je te propose mieux. Entre t'écraser ou frapper, il y a beaucoup mieux à faire. Et là, vous leur donnez, à travers des histoires, vous leur dites, mais tu peux... Et là, ça libère. Et là, vous mettez en confiance, vous ne jugez pas, car justement, la non-violence, c'est justement dans la communication non-violente, c'est apprendre à ne pas juger. Vous savez, c'est ce que Marshall Rosenberg appelle le jugement du chacal. Je parle comme un chacal, je juge comme un chacal. Et là, ça tombe, quoi. Et très souvent, d'ailleurs, on se parle comme des chacals. Sur les réseaux, en particulier, d'ailleurs. Il y a des troupeaux de chacals. Il se passe des choses incroyables dans ces conférences. Vous voyez qu'il se passe des choses. Il se passe... J'invite vraiment les parents, les adultes, les enseignants à voir ce qui fait briller les yeux de chacun, quoi. Quand vous sortez de ce temps fermement, hein, tu t'écrases ou tu frappes. Et comme on n'est pas éduqué pour le conflit, la tentation, c'est de frapper. Vous transformez tous les problèmes en clous parce que vous n'avez qu'un marteau et vous tapez. Mais en fait, ce n'est pas la solution. Éduqué pour le conflit, équipé pour la vie.
apprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Par exemple, y compris vis-à-vis des événements que nous traversons aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez dans un lycée, que vous entendez dire Charlie, c'est bien fait pour eux. Bon, il faut les assumer, ces questions-là. Ce sont des questions qui sont posées à la non-violence en particulier. Qu'est-ce que tu dis alors dans ces cas-là? Bien, écoute, j'écoute ta colère. Je comprends très bien. Il y a des unes de Charlie qui, moi non plus, tu me dis que tu es musulman. Oui, d'accord. Mais le meurtre n'est pas négociable. Je préfère que mon frère ait été la victime innocente que le tueur qui a fini lui aussi par mourir. Parce que ne pas tuer, c'est beaucoup plus honorable. Et ce sont tous ces outils-là qui permettent à un moment donné de donner à cette boussole une place dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociétale. Et donc la non-violence est un outil pour essayer de mieux réguler les conflits dans les maisons, dans les cours d'école, dans les quartiers, mais aussi dans les rues. Car la non-violence, ça renverse des dictatures, figurez-vous. Vous restez avec nous, Jean-François Bernardini. Dans cette émission, vous le savez, on se préoccupe des choses qui vous intéressent et au premier rang desquelles l'emploi. C'est l'objectif du programme court que nous vous proposons chaque lundi, Recrutez-moi, réalisé par Magali Douarche, une mine de conseils, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. On regarde et on en parle juste après. Vous allez assister à un entretien de recrutement avec Maison de l'Ouest, constructeur de maisons individuelles. Gilles Lambin, fondateur et dirigeant de l'entreprise, souhaite recruter un second pour l'accompagner dans son développement. Cécile Renoux, ingénieure de formation et micro-entrepreneur, intervient auprès des dirigeants dans la gestion de leur société. Bonjour Cécile, je peux vous appeler Cécile? Bonjour, oui, très bien. Vous avez vu mon annonce, je suis à la recherche d'un second pour pouvoir, en mon absence, continuer à gérer l'entreprise. C'est un poste que vous avez déjà occupé? Alors, je suis ingénieur en mécanique des structures de formation initiale. Et c'est ce bagage déjà qui va pouvoir me permettre d'avoir une très bonne compréhension des chantiers que vous suivez au quotidien. J'ai développé aussi une connaissance de l'entreprise en ayant des fonctions à la fois d'une part commerciale, puis fonction d'acheteuse en entreprise. Et également, j'ai fait de la gestion de l'amélioration continue, donc plutôt la gestion de la qualité. J'ai cherché à faire ressortir, parmi toutes mes expériences, les compétences, les points qui intéressent particulièrement le chef d'entreprise. J'ai écouté son besoin et je me suis présentée pour montrer ce qui match finalement entre ses attentes et ce que moi je peux lui apporter par rapport à mon expérience. Je vois un numéro de SIRET sur votre CV. Effectivement, c'est parce que j'ai monté une micro-entreprise. Je me doutais bien qu'il y avait un statut d'entrepreneur derrière ce numéro de SIRET. J'ai voulu qu'elle m'en dise un peu plus, m'en assurer. Ça me paraît bien adapté à ce qu'on vit. Et puis ça démontre aussi cette envie de prendre ses responsabilités en main. C'est quelque chose qui m'a bien plu, même si dans un premier temps, je ne suis pas certain que ce soit adapté à la recherche du candidat. Comment vous réagissez si on a un appel d'un senior qui est un petit peu désœuvré? Comment vous abordez le problème? Avec beaucoup de bienveillance. Je suis quelqu'un qui aime rendre service. La mise en situation est une question à utiliser à chaque entretien. Elle a un double effet. Elle oblige le candidat à se projeter sur le poste et cela permet au recruteur d'analyser ses réactions. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous me dites. Vous associez l'ouverture d'esprit à votre statut d'auto-entrepreneur. J'ai le sentiment que ce statut me permet de conserver une ouverture d'esprit sur le monde économique de manière générale, sur plusieurs secteurs d'activité. J'ai insisté longuement sur le statut de micro-entrepreneur parce que c'est important dans la mesure où il y a quand même un décalage. Le chef d'entreprise parle de la recherche d'un salarié et ce n'est pas ce que je peux proposer aujourd'hui. Donc c'était important de pouvoir lui situer les avantages. Les chefs d'entreprise ont besoin finalement de quelqu'un de disponible, mais en termes de volume de tâches à accomplir, parfois justement, ça permet un compromis assez judicieux pour répondre aux besoins des entreprises. Alors avec le statut que vous avez aujourd'hui, en imaginant qu'on puisse trouver un terrain d'entente, une question importante qui me vient à l'esprit: comment vous gérez la confidentialité au travers des différents postes que vous pouvez occuper dans les différentes entreprises? Il est évident que ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, suivant la formule consacrée. Et à ce moment-là, je veux m'assurer de son état d'esprit et de sa discrétion. Et puis, je veux mesurer jusqu'où elle s'engage. On assiste à un entretien de recrutement assez particulier.
En effet, Cécile est micro-entrepreneur et répond sur un poste de salarié. Il est important de rappeler que dans le recrutement, c'est une mise en relation entre une entreprise qui exprime un besoin et un candidat qui présente un savoir-faire. Et que le contrat de travail n'est pas forcément la seule solution pour travailler ensemble. Et nous allons aller plus loin sur cette thématique avec Noël Viraud, responsable des comptes chez Régional Intérim. Bonjour Noël. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence d'abord ? Oui, alors notre agence, c'est avant tout un groupe. C'est un groupe d'origine bretonne qui a maintenant 20 ans d'ancienneté. Nous avons créé la première agence sur Saint-Brieuc, en l'occurrence, et aujourd'hui, le développement est breton, mais c'est également accentué sur l'arc atlantique, où nous sommes présents également en Île-et-Vilaine, en Île-de-France, pardon. On est présent sur le sud-est de la France et on continue intensivement notre développement. Voilà, on aura pour la fin 2017 58 agences. Vous êtes bien implanté sur le territoire. Oui, 160 permanents. D'accord. Voilà. Alors nous venons de voir le programme Recrutez-moi qui montre que le contrat de travail finalement n'est pas la seule réponse à l'emploi. Quel type de réponse peut apporter l'intérim ? Alors effectivement, ce reportage est intéressant et on s'aperçoit que la prestation de service, on va vers, selon le reportage, une prestation de service. L'intérim, lui, ou elle, apporte des solutions d'emploi vers de la souplesse pour les entreprises, mais également pour les demandeurs d'emploi. L'intérim va donner une réponse à des personnes qui sortent de formation, qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle et qui pourront, par ce levier, utiliser un tremplin. Oui, c'est ça, c'est essentiellement un tremplin. C'est le tremplin. Alors, vous êtes venu nous parler ce matin de recrutement et des profils que vous cherchez aujourd'hui. Quels sont-ils en particulier ? Alors, je dirais que actuellement, le bassin breton et même géographiquement l'ensemble de la France est très active et nous recherchons dans de nombreux domaines, aussi bien dans l'industrie, agroalimentaire, métallurgique. On va rechercher également dans le bâtiment, dans le transport, dans les services. Toutes les activités ont les clignotants ouverts. Donc, si on parle de la Bretagne, on va chercher des ouvriers agroalimentaires sur le bassin de Redon, sur le bassin coste-armoricain, sur Rennes également. Dans la métallurgie, ça va être des soudeurs, ça va être des usineurs. Des métiers aujourd'hui où on a véritablement de gros problèmes à trouver des personnes d'expérience. On s'interroge sur le fait que peut-être il y a eu à un moment donné un éloignement dans la formation pour aujourd'hui trouver ce public et le mettre en emploi. D'accord. Je vois que Jean-François Bernardini vous écoute avec beaucoup d'attention. Oui, c'est des métiers qui touchent à l'humain, qui touchent à l'épanouissement de chacun. Et c'est vrai que les métiers... Il y a une intelligence des mains qui est complètement laissée de côté, quoi. Et ça me fait penser à... Gandhi disait, bien éduquer, c'est éduquer la tête, le cœur et les mains. Et cette espèce de dépréciation du travail manuel qui est l'intelligence des mains, c'est fantastique, quoi. Forcément, vous en constatez à la fois les carences et c'est moins séduisant, apparemment. Alors que... Apparemment, car je pense que, sincèrement, lorsque le jeune prend cette orientation-là, il trouve très, très rapidement un emploi et que des montées en compétences après sont tout à fait envisageables pour l'amener à une consolidation de son parcours. Merci beaucoup, Noël Viraud, d'être venu nous présenter ces profils que vous recherchez. Et puis pour les téléspectateurs, pour aller plus loin, il y a votre site internet www.regional-intérim.fr. On va maintenant aller du côté de nos petits, une idée à présent pour animer les vacances de la Toussaint qui approche. Depuis une quinzaine d'années, le festival Marmaille vous propose d'égayer cette période de l'année avec des spectacles dans toute l'Île-et-Vilaine pour les enfants et même pour les tout petits dès 3 ans. On en parle avec Géraldine Le Tyran.
Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, vous représentez le festival Marmaille. Alors, dès demain et jusqu'au 27 octobre, ce sera pas moins de 24 spectacles qui nous seront joués dans toute l'île-et-Vilaine. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre ces créations ? Alors effectivement, ce sont 24 spectacles, des installations aussi, une exposition, mais il n'y a pas de thématique. En fait, nous, on travaille par rapport au projet artistique des compagnies que l'on souhaite soutenir avec l'ensemble des partenaires sur le territoire, parce que nous avons 24 partenaires sur le territoire là, cette année qui nous aident à organiser ce festival, cette grande fête, que l'on appelle une grande fête. Notre projet se tourne vers la création. On accueille 11 créations cette année de spectacles vivants. Il se tourne aussi autour du théâtre d'objets, qui est une discipline artistique que l'on affectionne et que l'on défend, nous, à l'ILICO. Et il se tourne aussi vers la toute petite enfance. Et après, on accueille aussi des compagnies qui vont présenter des spectacles de danse, un ciné-concert. Enfin, c'est vraiment une grande diversité de nature de création. Alors, vous avez une spécificité, vous proposez les spectacles par tranche d'âge. Ça, c'est vraiment très bien fait, il faut le dire, pour l'avoir testé. C'est vraiment bien. Ça, pour vous, c'est essentiel, parce qu'on oublie parfois, les créations jeunes publics oublient parfois de préciser. Alors, bien souvent, une œuvre n'a pas été créée pour un public spécifique, mais au fur et à mesure de la création, elle peut s'adresser à un public en fonction de la forme qu'elle prend, de la durée, etc. Donc, c'est vrai que l'on indique à partir de tout public D. On insiste là-dessus parce qu'on présente des spectacles qui sont destinés dès le plus jeune âge, à partir de 0-3 ans. Mais on insiste aussi sur le fait de dire que c'est aussi tout public et qu'un adulte qui souhaite venir voir un spectacle est évidemment le bienvenu. Bien sûr. Alors, vous posez quand même des questions existentielles. C'est pas parce que c'est les spectacles pour le jeune public que ça doit être gnangnan, en gros. Là, vous parlez de questions comme le bonheur, par exemple, à travers une très belle création dont on va voir des images ici, qui s'appelle Une poignée de gens, quelque chose qui ressemble au bonheur, par la compagnie Théâtre Vaucluse, Vaucluse Théâtre. Quel est c'est ça. Quelle est l'ambition en fait de ce spectacle ? Alors, le Vélo Théâtre, en fait, est une compagnie qui a été précurseur dans le théâtre d'objets. C'est-à-dire qu'ils ont créé le théâtre d'objets avec d'autres sur le territoire national. Et là, ils s'interrogent sur le bonheur, sur est-ce que l'on sait où est le bonheur ? Et si on le sait, est-ce qu'on sait le voir comme ça tous les jours ? Et donc là, la pièce est faite pour 70 spectateurs, mais qui, au fur et à mesure, sans tout dévoiler, vont devenir acteurs eux-mêmes. On va tous se côtoyer, acteurs, spectateurs, pour faire connaissance, vraiment. Il n'y a plus de frontières, en fait, entre les... Voilà, tout le monde est mélangé, le public, le spectacle, c'est quelque peu désacraliser l'espace scénique et pouvoir, à un moment donné, faire vraiment connaissance et rencontrer l'autre. Ce sera présenté d'ailleurs les 25 et 26 octobre à la maison de quartier de la Bélangeraie à Rennes. 2 séances à 18h30 et 21h. Comment vous gérez la peur des tout-petits ? Parce qu'on dit que c'est ouvert aux tout-petits, parfois il y a le noir, parfois... Est-ce que ça, vous avez mis en place quelque chose pour pouvoir gérer ces petites peurs qui peuvent arriver au cours d'un spectacle, quand c'est la première fois qu'on va à un spectacle ? Quand il s'agit vraiment du spectacle pour les tout-petits, donc 0-6 ans, les codes vont être un peu différents que pour les plus grands. Mais c'est vrai que nous, notre travail en tant que lieu de spectacle, c'est de les accueillir et d'avoir une certaine bienveillance pour chacun d'entre eux. Mais pour le public adulte, qui peut aussi accompagner pour la première fois un enfant au théâtre, et pour le public enfant. C'est-à-dire que on dit aussi parfois aux adultes, ne vous inquiétez pas si le tout petit, pendant la représentation, chante, bouge, se lève, c'est qu'il est en train d'exprimer ce qu'il voit en direct. Et donc, notre rôle, c'est de rassurer aussi un peu les accompagnants, souvent les accompagnants d'ailleurs, plus que les petits. Finalement. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler du festival Marmaille. Donc, vous notez ce rendez-vous. C'est à partir de demain et jusqu'au 27 octobre partout en Ille-et-Vilaine. Et puis, le site internet du festival vous permettra de connaître toute la programmation. On va vous faire d'ailleurs gagner des places à vous, téléspectateurs. 6 places sur Toi, moi, nous de Pierre Payan et Éric Philippon. Ce sera le mardi 24 octobre à 18h30 à Rennes, au théâtre de la Parcheminerie. Et bien, pour gagner une petite place ou 2 places même, il faut nous envoyer un mail à 9h50bretagne@francetv.fr. Merci Géraldine, merci à vous. Merci. Puisqu'on parle de spectacle, Jean-François Bernardini, vous nous offrez un petit moment. Un petit spectacle, un mini-spectacle pour nous. Un mini-spectacle. Allez, un mini-spectacle pour nous. Une mini-guitare pour une mini-chanson. C'est extrait de votre album, du dernier album, Luciole. Et ce morceau s'appelle comment ? Ça s'appelle Beauté fatale.
Beauté fatale. Eh bien, Il y a des pays qui ont la malédiction du pétrole. Plus ils ont de pétrole, plus ils sont malheureux. Nous, on a la malédiction de la beauté. Et que des territoires très convoités. Mais en Bretagne, vous connaissez pas ça aussi un peu. Chi boligane via di uda bortuno e dice così beccio i campa l'udomo o musi mora pena quando lo coro sente a dilenziosa pena chi danna da regnante e poi mi face male quando vedo lo specchio usato per acquisto sa compro a porti vecchio tanto le do gustere splendi a rondinara a nuro tu l'azzurro porto i sole in sara stasera fammi moto o fratello d'aspetto in un palmo d'amore in un palmo inetto dimmi che la tavana ancora è surino un mine stanco mai un pezzo calibro Merci beaucoup Jean-François Bernardini pour ce joli petit moment offert comme un cadeau. Merci. Un cadeau plein de lumière. Merci infiniment à vous. Alors avec cet album Luciole, vous serez en tournée là très prochainement. Oui, on va à l'international d'abord. Et puis ensuite sur tout le continent français. Quoi. Vous viendrez nous voir en Bretagne, rassurez-nous. On viendra en Bretagne, il y a un concert à Rennes, il y a déjà des choses prévues, oui. D'accord. Bon, on va vous suivre de toute façon. Alors, je sais que vous aviez à cœur de parler d'un livre que vous éditez oui, non, ça, avec la fondation Oumani. En fait, comme on est des passionnés de solutions, vous savez que la langue corse nous est chère. En fait, avec la fondation, on a un programme multilinguisme et on aide et on enthousiasme des jeunes collégiens et lycéens à traduire des ouvrages du monde en langue corse, des grands ouvrages de la littérature, Jean Giono, Ragnar Maria Rilke, etc. Je pense aussi à Eric Orsena, le breton, dont on a commencé la traduction et qui nous a écrit un joli mot en disant « Le breton est fier d'être traduit en langue corse », par exemple. Et puis ça, c'est un livre qui est un livre merveilleux d'ailleurs, c'est le Sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage. Vous savez, c'est un livre culte dans tout le Moyen-Orient, il y a plusieurs tomes. C'est plein de philosophie, de sagesse, d'humour incroyable, c'est délicieux. Il y a plusieurs tomes. Et donc, on vient de sortir ça. Et ce sont des jeunes collégiens et lycéens de Corse qui l'ont traduit avec beaucoup d'amour, avec leurs professeurs. Et voilà, ça fait partie de nos petites victoires et on en additionne comme ça pas mal. C'est ça, les passionnés de solutions. Les solutions, vous les trouvez bien sûr toujours. J'ai envie de vous demander si vous étiez une citation, puisque vous aimez tant les mots, Jean-François Bernardini. Si vous étiez une citation, vous seriez laquelle? Une citation, je pense à ce qu'écrivait Victor Hugo, c'est « S'il nous semble si grand, c'est parce que nous sommes à genoux ». Et je pense à tous ces voleurs de lumière dans le monde, des grandes multinationales qui font des hold-up sur les semences, c'est drôle. Et si justement il nous semble si grand, parce que c'est quand même une infime minorité, c'est parce que nous sommes à genoux et que nous démissionnons de notre pouvoir quotidien de voter 365 jours par an dans nos gestes, dans nos actes, qui sont les seuls capables de démolir ce genre de stratégie, quoi. Donc, ouais, Victor Hugo, il m'inspirait, mais j'aurais pu citer Pasolini ou autre. Merci beaucoup pour ce magnifique moment que vous nous avez offert. Merci à vous. C'est réciproque. Merci beaucoup à tous vos invités. On rappelle donc que votre album Imuvrini, Luciole, est sorti et qu'il vous serez en tournée avec cet album à partir du mois prochain. Vous commencez 2018, par la Belgique, 2018, je crois. Ouais. Voilà, merci à vous. Merci on va beaucoup, tout de suite accueillir notre comédienne Catherine Bossard. Vous allez voir, elle a suivi toute l'émission et elle va nous en faire un petit débriefing. Ah, ça c'est bien. Illuminé, bien sûr. Ouais. Bonjour Catherine. Bonjour, Mme Tyran. C'est ça? Oh bah oui, bah vous n'avez pas l'air. Voilà. Bah maintenant je suis une habituée, je me présente, Liliane Blanchet. Maintenant je vais être une habituée de l'émission, on peut même poster. Ça fait 2-3 fois que je suis venue. Alors je reviens, j'aime bien être ici parce que vous avez dit à quoi servent les artistes.
Bah ça c'est mon pauvre Henri qui m'a quitté, qui me demandait ça régulièrement. Moi je crois qu'il pensait pas grand-chose, mais moi je me suis toujours sentie une âme d'artiste, vous voyez, hein. Liliane Blanchet, artiste, j'aurais tellement voulu être artiste. Alors je me suis permis de vous emprunter, parce que on parlait de partage, je me suis permis de vous emprunter une petite phrase que vous avez dit. On a besoin de pain pour le cœur, la conscience et l'âme. Alors ça m'a donné envie de faire un petit slam. Voilà, comme les jeunes font. Voilà, ma mise lame, c'est Liliane Blanchet sur vos écrans. On a besoin de pain pour le cœur, la conscience et l'âme. Ne gâchons pas le sol, partageons ce qu'il offre. Faisons pousser lentement le blé et la marmaille. Laissons-leur le temps de construire leurs racines, se gorger de soleil et pousser vers le ciel. C'est l'espoir et le pain qui naîtront de ces soins. Ne gâchons pas le soir, oh merci, c'est tellement beau, qui promet le repos. Nous aurons les lucioles et nous-mêmes comme lumière, etc. C'est tout, monsieur Bernardini. Je suis un peu fatiguée à mon âge, mais merci de m'avoir accompagné. Je vous embaucherai pour mon prochain concert. Hein. Ceci dit, n'allez pas à la marmaille parce que il fait des entrées gratuites pour les enfants. Alors vous metteriez les clés sous la porte. Hein. N'invitez pas Imouvrini. Donc vous disiez, heureusement que les neurosciences confirment ce qu'on pensait depuis longtemps. C'est quand même qu'il reste un peu d'espoir dans ce triste monde. Hein. Bon, voilà. Moi, je vais aller ramener des potirons à monsieur Page, hein, parce qu'il m'en reste plein aussi. Ça commence à pousser comme du chien dans ces trucs comme ça. Moi, j'en ai marre de manger de la soupe aux potirons pendant 3 mois. Voilà, on se souviendra que la carte de la Corse, c'est ça. Hein, les jeunes, vous connaissez, c'est pas pour rien. La carte de la Bretagne, c'est un peu ça. Ça fait dangereux. Oui, dis donc. Imaginez si la Corse avait été ça. Hein. Oui, mais vous voyez, on met une petite oreille et puis ça peut faire un petit chien. Hein, si on fait contre un mur avec un peu de lumière. Merci en tout cas. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. L'humour est l'oxygène de l'esprit. On essaye. Hein. Il en faut de temps en temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bisous, allez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité, Jean-François Bernardini. Merci pour la lumière, merci pour votre générosité. Et vive la Corse. Allez. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver En tout la gâte ce midi, bien entendu, votre édition en langue bretonne. Puis le journal présenté par Éric Pinault. À la une aujourd'hui, le Stade Rennais en difficulté. Nous essaierons d'en savoir plus sur la polémique suite aux propos du président René Ruello envers l'arbitrage. Nous découvrirons aussi la plus petite balise de détresse au monde. Ce sera notre rubrique Ondes positives. Et puis nous ferons le point sur l'enquête demandée par la ville de Rennes concernant la propreté de la ville. Voilà pour les titres. Quant à nous, on se retrouve demain à 9h50. Notre invitée fil rouge, ce sera Marie Ono, la présidente du circuit des têtes de l'art. L'art comme l'artistique. On parlera de toutes ces petites galeries d'art qui s'unissent pour mieux démocratiser l'art. Voilà, excellente journée à tous, à demain et n'oubliez pas, 9h50 le matin, c'est la bonne heure pour la bonne humeur et la lumière.